Bonjour à tous, bienvenue dans RS. J'espère que vous allez bien pour cette dernière de la saison. On va parler évidemment de cette fin de saison de Formule 1. On ne pouvait pas se quitter sans parler du titre de champion du monde de Lando Norris. Ça ne vous aura pas échappé. Et pour ça, nous sommes avec la meilleure équipe possible. Pour cette fin d'année, Maestro, comme d'habitude, comment vas-tu Jean-Louis ? Très très bien, très bien. Beau Grand Prix, belle saison. Ça va ? Mais on y reviendra. On y reviendra. Déçu, content ? Non, déçu, non. Un champion du monde, ça reste un champion du monde, vrai. quoi qu'il advienne. Mais est-ce qu'il a le meilleur potentiel mondial actuel ? Est-ce que Verstappen ayant gagné 8 Grands Prix et Norris 7, on ne peut pas essayer d'eux ? Mon grand ami, son père, on va le voir bientôt, Alain Prost, a très bien mis le petit contact qu'il fallait quand il a parlé sur Canal en tu vas disant... m'en parler. D'accord. Tu vas m'en parler. Tu en dis beaucoup, là, tu teases beaucoup trop, Jean-Louis. Mais on va voir ça va être passionnant, cette émission spéciale F1, Pardon. mais pas que. Parce qu'il y a un peu de WRC avec Anthony, comment vas-tu ? Évidemment, j'ai quand même suivi le Grand Prix, évidemment. Alors, moi, j'ai pas trouvé qu'il était super, ce Grand Prix. Oui. Par contre, Lando Norris, voilà, champion. Et alors, champion du monde, c'est pas si mal. Tout le monde le taxe d'être pour Piastri. Moi, je trouve qu'il a été bon quand même. Il a été sur le podium régulièrement. Donc, voilà. Et on va parler rallye, évidemment. Avec un numéro 9, un Sébastien, mais pas Sébastien Loeb. Exactement, avec Monsieur Ogier qui rejoint Sébastien Loeb au niveau des titres. C'est incroyable. En tout cas, on est fiers de lui. En face de vous, et là, ça fait vraiment très, très plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Tu nous fais l'honneur d'être avec nous. Nico Prost, c'est un plaisir de t'avoir dans RS avec nous. Merci beaucoup, pour moi aussi. C'est cool. On ne te présente plus, mais tu as un palmarès incroyable, champion en Euro Formule 3000, en European Le Mans Series, double ou triple trophée Andros électrique. Tu nous en parleras tout à l'heure. Au Petit Le Mans, en P1. En ce moment, tu roules en Ultimate Cup et évidemment la Formule E, avec Renault chez Idams. Il y a plein de choses à dire. L'émission va faire 3h30, mais on va essayer de synthétiser. Mais c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a amené, en tout cas, à rester passionné comme tu peux l'être là en Ultimate Cup Series ? Ça fait des années que tu fais ça. T'as testé à peu près tout. C'est pour ça qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui donne encore la flamme aujourd'hui ? La passion. Et puis, j'étais pas prédestiné, malgré ce qu'on croit, à faire du sport auto. Ça n'a pas toujours été facile. Il a fallu pousser très, 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 très dur pour y arriver. Une fois qu'on y est, on dit on va peut-être pas arrêter. Mais non, en fait, j'avais toujours pensé à arrêter vers 40 ans. Puis finalement, chaque année, je dis finalement, non, j'ai encore envie. Donc, tant que je suis performant et tant que j'ai envie d'y aller, je vois pas la raison d'arrêter pour l'instant. Évidemment. C'est comme Alonso. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, cette année, tu roules chez Kogemo Racing Team en Ultimate Cup, je l'ai dit. Tu rempiles l'année prochaine. Et chose que j'ai pas dit, c'est comme ce que je préfère dans les sports méca, 10 participations au Mans. Je suis très jaloux. Très jaloux. Autant le reste, je suis moyen jaloux parce que j'ai beaucoup de respect, mais le Mans, c'est Attends, le Mans. une victoire de catégorie. Ouais, mais justement, voilà, j'allais y venir. Et en plus, une victoire, mais je suis très jaloux. C'est quoi, j'ai même pas envie d'en parler. On va passer directement à la suite. Non, je déconne. On en parlera tout à l'heure plus en détail en endurance, parce que l'endurance, c'est la vie. On parle tout de suite du côté de la Formule 1. C'est parti. Jean-Louis. Après une fin de saison qui s'est jouée au dernier Grand Prix, Norris ressort champion du monde pour la première fois. Est-ce qu'on peut dire, selon toi, que c'est un grand champion ? Justement, je suis, moi, de l'avis de Gunther Steiner, qui a la parole assez haute, comme on sait, qui va maintenant passer en championnat moto. Dit non, un grand champion, c'est quelqu'un qui a au moins 2 titres, 3, peut-être 4 ou 5, etc. Donc lui, ça va venir. Il est champion du monde. Mais est-ce que ça va venir ? Voilà, ça, c'est la question. Alors, je reviens à ce... Quand vous m'avez coupé la parole, tous là. Oh, ça va. Je reviens à ce que a dit en direct mon vieil ami Alain Prost, qui connaît bien la situation, et qui était à Abu Dhabi, discrètement, et qui dit, oui, mais il ne faut pas non plus oublier que Lando, il est britannique. Là, il mettait le doigt sur quelque chose chez McLaren, auquel on tient beaucoup. Oui. Ça joue. Même si lui est français, même si Ayrton Senna brésilien, chez McLaren, un Briton, c'est un Briton. Et donc, on y fait attention. Ça, c'est la règle. Et je pense qu'en ce sens, il a voulu dire que c'était aussi une récompense de la fidélité. Il a fait toute sa carrière chez McLaren. Et il a vraiment cru jusqu'au bout. Au début, c'était pas évident. Et il est resté. Aujourd'hui, ça paye. C'est énorme pour lui. Et d'ailleurs, il y avait tellement d'émotions à la fin qu'il a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Il était vraiment au bout du bout. Ça, c'était pas mal. Mais bon, ça reste un champion du monde. Donc, on ne peut pas non plus trop le critiquer. Mais
La deuxième question, c'est est-ce qu'il a un meilleur potentiel que les autres? Non, je pense que Oscar Piastri a un peu plus de potentiel que lui, et je ne parle pas de celui qui a gagné 8 Grands Prix, alors que Norris et Piastri en ont gagné 7, Max Verstappen. Et moi, je suis content que ce soit Norris et pas Piastri. Pour les deux, je trouve que justement, cette fidélité qu'a montré Norris pendant toutes ces années avec Zak Brown, où ça marchait pas, et il est resté, et Zak Brown, on sentait qu'il allait peut-être le perdre, il est resté, ça paye aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle récompense. En fait, c'est quand même l'enfant de l'équipe. Mais oui. Lando Norris, quand il est arrivé, il était tout jeune. Faut pas oublier quand même qu'il a beaucoup gagné, aussi dans les catégories inférieures. Moi, j'étais vraiment impressionné par ce qu'il a fait en Formule 3 quand je commentais ses courses. Après, en Formule 2, enfin, c'est un vrai gars assez talentueux, assez fort. Et moi, je trouvais juste que par rapport à Piastri, effectivement, dans le racecraft, quand il se bat, c'est un petit peu moins bon. À chaque fois qu'il s'est battu face à Max Verstappen, il a été un petit peu sur la défensive. Il s'est fait à chaque fois piéger. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il reste humain. Il a des émotions et voilà, il est champion. Beau. Comment tu l'as vu, ce titre de Lando Norris, Nico? Bon, je pense que déjà, ça reste un beau champion du monde. Et comme tu disais, c'est quand même des pilotes qui ont des carrières juniors incroyables, que ce soit lui, Piastri, après on peut parler d'Antonelli, Russell, ce qu'on veut. Donc de toute façon, ça n'empêche pas que ce sont tous des pilotes exceptionnels et que là, on parle quand même de pas grand-chose. Après, moi, je voyais vraiment Piastri gagner. Je le voyais tellement solide en début de saison que je le voyais vraiment gagner. Après, la saison se retourne à un moment, et puis après, on en a quand même un qui quand même, moi m'impressionne, et voilà, les autres sont tous très bons, mais on en a quand même un qui sort du lot. Non, mais incroyable. Et puis, 102 points de repris. 102 points de repris, et puis avec la même voiture, faut quand même, sans être dénigrant sur les autres pilotes, faut quand même voir que les autres ont du mal à rentrer dans le top 10 avec cette voiture où lui, il est capable de gagner 8 Grands Prix. Enfin, il a fait une saison juste exceptionnelle. C'est pour ça que je pense que Norris est un très beau champion du monde, il a fait une très belle saison, mais Max fait de l'ombre à tout ça, tellement il fait quelque chose d'exceptionnel avec une voiture qui était clairement beaucoup moins compétitive. Tu as je vais pas dire des connexions, mais est-ce que tu as des amitiés avec des pilotes dans le paddock actuel? Plus ou moins qu'avec Max, parce que j'étais toujours très ami avec les Piquet, avec Nelson et Kelly, donc par hasard, j'ai passé très peu de temps, mais un peu de temps en privé avec lui. C'est quelqu'un de très très sympathique, de très humble, très passionné, et c'est quelqu'un qui vraiment gagne à être connu. Ce que tu nous disais avant l'émission, c'est fou, c'est que Max, peu importe sur quoi tu le lances, c'est un passionné de sport mécanique, il connaît tout. C'est un peu Anthony ou Jean-Louis, il connaît tout sur les sports mécaniques, quoi. Non mais voilà, il peut parler de n'importe quelle voiture. Alors il est passionné par le GT, une GT3, une GT4, ce qui peut sembler complètement pour un pilote de F1, mais non, lui ça va l'intéresser, et c'est ça qui est très sympa chez lui. Vraiment un vrai passionné de sport auto. Ouais, donc c'est cool. C'est très cool. Il est prêt à rouler dans n'importe quelle voiture. Ah oui, il a roulé quand même en GT4 au Nürburgring. C'était énorme. Et ce qu'il a fait, il a fumé. C'était énorme. Jean-Louis, toute la saison, ça a été une lutte fratricide entre Piastri et Norris, comme on le disait. Pour toi, lequel a le plus de potentiel? Je suis sûr que tu vas me dire Piastri. Oui, bien sûr, c'est Piastri. Je pense que mais les professionnels voient tous plus de potentiel chez Piastri que chez Norris, qui paraît quelquefois un peu fragile. Même si, pour ce dernier Grand Prix, il a fait 2-3 dépassements qui étaient vraiment impeccables, Lando. Mais je pense que celui qui a l'air de rien, là, qui reste assis dans son stand, à tout regarder, je pense que lui, il a plus de potentiel. Et je ne parle pas de Max. Vous en avez parlé tous les trois. J'ai pas pu vous arrêter. Alors on dit, mais est-ce que Max est... Ben oui, la preuve. Vous en avez été la preuve tous les trois. Voilà, c'est l'autre. Non, je vais ajouter pour Max aussi quelque chose d'important. En plus du fait qu'il est comme ça direct, je vous l'ai déjà dit ici, Max, un jour, il est capable d'arrêter comme Niki Lauda au milieu d'un Grand Prix et dire je m'en vais, j'en ai assez. Il peut être old school, comme on aimait les pilotes avant. Absolument. Non, c'est surtout qu'il sait retranscrire à l'équipe ce dont il a besoin vraiment. Et l'équipe, elle a quand même changé, on va en parler plus tard, mais l'arrivée de Laurent Mekies a changé pas mal de choses. Clairement. Et je pense que l'un des atouts de Max, c'est de dire exactement ce qu'il veut. Et l'autre atout, c'est l'équipe Red Bull, qui, entre le vendredi et le samedi, est capable de changer une voiture complètement. Oui, ça c'est clair. Ça, quand même, faut le faire dans la nuit, sans dépasser le couvre-feu. Hein. Ils savent où ils mettent leurs pieds tout de suite, et je trouve ça formidable. Ça va impeccablement avec l'image de Max. Ouais. Bon, finalement, celui qui a été le meilleur, c'est normal, c'est Norris. Il a été champion, mais tous n'ont pas démérité. Comme on l'a dit, la remontée de Max, c'est incroyable. Piastri, solide, mais qui... Ils ont tous fait des phases différentes. C'est ça, ouais. Il y a eu un passage à vide pour Piastri, oui. Et je vais ajouter un petit détail.
qui a échappé à beaucoup de monde. Moi, je pense que sur le Grand Prix du Qatar, les papaya rules, les fameuses règles, ou bien McLaren a pêché par un complexe de supériorité en disant mais ça fait rien, on les arrête après tout le monde et ils vont repasser tout le monde, ou bien ils se sont dit aïe, si on fait ça, Norris est lésé. Oui. Mais le Bah oui, papaya mais rule, sauf que c'était les Piastri qui papaya rules, était lésé. c'est la Ah, règle, du c'est coup. il est devant et il a quand même conquis la première place. Donc ça m'a un peu froissé dans ma droiture. Bon, en tout cas, quelque chose qui fait très plaisir. On en a parlé à de nombreuses reprises parce que vraiment, j'adore le gars. Je pense que toi aussi, Nico, c'est obligé. Et j'espère que ça fonctionnera parce que c'est vraiment le baquet maudit. Vous me voyez venir. C'est Isaac Hadjar qui hérite du second baquet chez Red Bull. C'est une super nouvelle, mais est-ce que ça va être énormément de pression? Alors, je refais confiance une nouvelle fois à Laurent Mekies, le nouveau patron de l'équipe. Vous savez que c'est le nouveau vrai patron, parce que le patron qui était, entre guillemets, Helmut Marko, va dégager de l'histoire. Donc, bon, ça marche pas avec le grand PDG de Red Bull, qui est Oliver Minzlaff. Bon, ça, je pense que donc ça va aider un peu tout le monde. Et puis, je crois qu'on oublie quelque chose, c'est que derrière Piastri, j'y reviens, il y a Marco Webber, que je connais très très bien aussi, qui nous aime beaucoup. Qu'est-ce que... Racing Stream? Ah oui, Ouais. regarde. Ah ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Quelle belle émission. qui nous aime beaucoup, nous les Français, vous me laissez pas finir. Ah, la fausse joie. Ah, Nous, voilà. nous, les Français. On lui a posé la question un jour, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous aimez? Eh bien, les Français du paddock. Il a répondu ça comme ça. Et Max, je pense qu'il va surveiller de près la carrière de Piastri, parce que l'histoire du Qatar, sur laquelle je reviens, ça lui a un peu défrisé la moustache. Et je ne sais pas si Piastri va finalement faire une carrière aussi longue que Norris chez McLaren. Je reviens à Hadjar. Voilà. Non, Est-ce que c'était un bon move? Hadjar. Ben, moi, je crois quand même, puisque c'est la loi, il est obligé quand même d'aller se frotter au plus fort, pour nous, le champion du monde, 4 fois champion du monde, avec une équipe qui a sans doute changé. Marco sera plus là pour essayer de pousser ce qu'il faut, etc. Je vous rappelle qu'ici, je vous l'ai dit souvent, j'ai connu l'époque avec Gasly, par exemple, où c'était la voiture de Max, les pneus de Max, la chambre à coucher de Max C'est dans ça le qui moteur, fait peur le moteur aussi. de Max. Attends, mais Ça change un peu. Helmut Marko, quand même, est très soutien d'Isaac Hadjar. Oui, je donc, sais, c'est lui, il le dit. C'est moi qui l'ai fait venir. Mais là, maintenant, je pense que quand même, il y avait ça. Le rôle de faire valoir, c'est pas tout à fait sympa. Non. Un dernier mot t'en prie. sur Hadjar. Je lui ai envoyé un mail en lui disant, parce qu'il n'était pas content de ne plus être dans le 10e du classement mondial, dans les top 10 Ah oui, c'est vrai. du classement mondial. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, écoute, mon vieil ami Alain Prost, je le cite souvent parce que j'ai vu C'est vrai qu'il en parle tout le temps. toute sa carrière. Toute sa carrière. Hein, il en parle tout le temps. Toute sa carrière. Il a terminé 16e en 1980, sa première saison. C'est pas de terminer 16e qui a marqué les gens, c'est qu'il a marqué 1 point à son premier Grand Prix, 2 points à son deuxième Grand Prix. Toi, tu as fait un podium. Ouais. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Les gens vont se rappeler de ça. Exactement. Isaac, la saison prochaine ou à l'intersaison, n'hésite pas, on te garde une Bon. place au chaud. Voilà. Comment tu le vois, Nico, justement, Isaac qui arrive chez Red Bull? C'est la bonne nouvelle. Comment tu l'as vécu, toi? Alors, je dirais, déjà, il fait une saison fantastique. Enfin, moi, j'ai été très admiratif de ce qu'il a fait cette année, donc déjà bravo. Après, tout le monde est obligé d'être un peu craintif oui. pour lui, parce qu'on a vu quand même passer Gasly, excellent pilote, qui a coulé complet. On a vu Albon, qui n'a pas la même chose. Lawson. Sainz a eu beaucoup de mal, et c'était avant. Ricciardo n'avait pas tenu, alors Oui, que c'est vrai. c'était lui qui arrivait. Tsunoda, Lawson, enfin, ils prennent, voilà, c'est pas des mauvais. Donc, on sait que le seul qui a à peu près tenu, finalement, c'est Pérez, qui a quand même Ouais, finalement c'est vrai, ouais. à peu près tenu. C'est vrai. Et on se rend juste pas compte de ce qu'il a fait. Mais je sais pas, vous avez... En fait, il roule avec un train avant qui est juste démesuré, a priori, sur la voiture. Ce qui fait quoi? Que l'arrière bouge beaucoup, en fait, c'est ça? Ça survire. Et je sais pas, vous avez vu une fois l'interview d'Albon, il dit il y en a tellement que tu as l'impression sur un simulateur d'avoir, comme si la sensitivité, elle était bloquée au max et que la voiture, même en ligne droite, ne va pas vite. C'est pas vrai. Et c'est un peu ce que décrivent les pilotes. Et ça peut être sur une F1 qui roule à 360 km/h, ça tend. Et après, ça devient forcément très difficile. Et lui, je ne sais pas si ça vient du sim racing, tout ça, mais je pense qu'il a une sensibilité dans le volant. Vous ne le voyez jamais survirer. Vous ne le voyez jamais corriger. Et je pense qu'il a une finesse incroyable qu'il a développée.
Et pour l'instant, personne n'arrive à lui tenir tête dans cette voiture-là, quoi. C'est assez incroyable. Donc moi, je souhaite tout le meilleur à Hadjar. Peut-être que le changement de règlement fait que la voiture partira peut-être pas comme ça, mais je pense que personne ne peut être, je dis, serein, parce qu'on a quand même des épisodes de très très bons pilotes qui ont énormément souffert, quoi. Et c'est vrai, c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, en fait, parce qu'au début, les pilotes qui arrivent ont la confiance et donc ils se mettent une boîte et là c'est fini. Pierre a eu ça. Alex Albon, il était aussi un petit peu craintif. Je pense que c'est ça en fait, c'est que tu essayes et puis tu vois que la voiture t'échappe et là tu as la pression, quoi. Et puis apparemment il en demande de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Donc, et sur ces voitures les F1, plus vous braquez l'aileron avant, généralement ça traîne pas trop. Donc vous mettez de la charge sur toute la voiture mais sans faire traîner la voiture. Donc celui qui est capable d'emmener plus d'ailes avant, il a une voiture qui est plus performante. Donc il y a un moment, ça devient un cercle vicieux et on l'a vu. Mais voilà, Verstappen est un pilote complètement à part. Donc pour l'instant, on n'a vu personne qui est capable de le matcher dans la même voiture et j'ai l'impression que chaque année c'est pire. On est bien d'accord. C'est le Marc Marquez de la Formule 1 ou Marc Marquez est le Verstappen de la moto. Tu vois, mais Rémi Pissier n'est pas là. Mais je sais, c'est pour ça que je veux parler de Rémi. Voilà, je veux parler de moto. C'est ça. On parle d'Esteban Ocon, première saison chez Haas. Comment il s'en est sorti avec Ferrari et du coup le motoriste et l'américain? Peut redresser la tête, mais le pauvre, il a passé un 2 tiers de la saison dans les difficultés. C'est lui ou son ingénieur ou l'ensemble ou le couple qui ne marche pas. Par rapport à Oliver Baumann qui, lui, fait des choses assez belles quand même. Fraîcheur, etc. Oliver Baumann que l'on voit arriver chez Ferrari assez rapidement. Oui. Donc, je pense que c'était difficile pour lui. Il a marqué 38 points, quelque chose comme ça. 38 points, mais il doit se méfier d'Oliver Baumann qui est un peu devant lui au classement. Et je crois que ça a été difficile. Moi, on m'a fait plein de remarques. On dit, mais alors, Esteban Ocon, il a gagné un Grand Prix et maintenant, il n'existe plus. Est-ce que tu as entendu parler, parce qu'il y a une théorie, entre guillemets, c'est qu'il y aurait eu un problème sur sa voiture et ils ont tout démonté avant la finale et miraculeusement, il fait sa meilleure performance ou une bonne performance. Mais ça, c'est arrivé à tous les grands pilotes. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et en réalité, on démonte tout et on voit que le châssis, il a un petit coup. Et donc, c'est peut-être ça. C'est plus compliqué à mettre au point. Même pour ces voitures modernes, avec les coques en composite. J'espère en tout cas qu'il fera une belle saison l'année prochaine. J'espère. Ouais, c'est clair. On reste du côté des Français avec Pierre Gasly, Alpine, malheureusement dernier au constructeur. La saison de Pierre, la saison de Renault, évidemment, enfin Alpine, évidemment, mais Pierre, comment ça s'est sorti? Moi, je vois que les seuls points ramenés chez Alpine Renault, c'est Pierre. Aucun de ses coéquipiers n'en ont ramené, et ils sont derniers, et ça prouve la qualité de la voiture, c'est-à-dire qu'il faut ramer pour obtenir des points. Et je pense que pour ça, il mérite qu'on ne l'oublie pas, surtout pas. Je pense que l'an prochain, ça devrait fonctionner peut-être un peu mieux. Avec le moteur Mercedes? Oui. Ça peut faire juste 2015, ça peut faire des podiums, non. Reste à savoir ce que vaut l'équipe d'Anston maintenant pour faire un châssis. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Ah bah là, ils pourront plus se cacher derrière l'excuse du moteur, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. J'avais vu les photos de sortie de Viry-Châtillon, on va en parler tout de suite. C'est vrai que le dernier moteur sorti sur les durites, tout le monde qui signait. Même nous, en le voyant comme ça sur les réseaux, c'était quelque chose. Je suis passé devant l'autre jour et j'ai vu, ça fait quelque chose de savoir que ça s'arrête. Ouais. Toi, évidemment, ça doit faire quelque chose quand même. Moi, 6 ans chez Lotus, roulé avec eux, 4 ans de Formule E, 3 titres mondiaux avec eux par équipe. Donc forcément, j'ai fait un petit post hier sur Instagram, on a été fêter des titres chez eux. C'est toute une histoire française de la F1 qui est du sport auto qui s'en va, donc forcément ça fait un petit pincement au cœur, quoi. Donc tu continues de rouler en Renault quand même avec The Original, la collection Renault. Oui, j'ai un lien très très fort avec Renault. J'ai roulé quand même pour Dacia, j'ai roulé pour Renault, j'ai roulé pour Alpine, j'ai roulé pour tout ça. Donc oui, forcément, mais bon, Viry, c'est une partie de l'histoire presque industrielle française, quoi. Donc c'est triste de le voir fermer. Enstone, de voir cette équipe aussi fantastique en fin de... Comme ça me fait pas plaisir. Surtout avoir un motoriste français qui va prendre un moteur Mercedes sur Alpine, ça fend le cœur. Enfin,
Je pense que c'est plus l'histoire humaine de Viry qui est triste. Après, les échanges de moteurs comme ça, on l'a toujours eu. Il y a eu des moteurs Renault dans d'autres voitures. Ça, je pense que ça fait un peu partie du sport et c'est comme ça. Mais on va bien avoir un moteur Ferrari dans une Cadillac l'année prochaine. Donc voilà, ça me choque moins. Moi, ce qui me choque moins, c'est de se dire, on a Viry qui était quand même un fleuron de la technologie française qui ferme. C'est ça qui est plus triste, je pense. Ouais. Je vais en profiter pour féliciter tous ceux qui sont mis à la tête de Renault Sport pour l'éclater en 1000 morceaux. Depuis 1977, c'était pour nous, mais pas seulement pour nous les Français, pour beaucoup de gens, le monde de la Formule 1, c'était le turbo, le rappel pneumatique des soupapes, tout le monde utilise ça maintenant, c'est Renault Sport, le V10, le V8, et là, tout d'un coup, on a un Lascar qui arrive, et puis il reste quelques temps, puis après il va vendre des sacs à main et des bijoux, il pète le jouet en 12 morceaux, et il s'en va, et il nous laisse ça comme ça. Non mais franchement, on a mis tout. Alors bravo les DRH, bravo les chasseurs de tête. En plus, il a mis que des gens inopérants, juste après le départ des meilleurs de cette équipe. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un authentique scandale. C'était pour nous, c'était la Mecque des motoristes, et pas seulement les Français, les motoristes étrangers aussi, et voilà. Mais c'est vrai que moi, réduit à néant. J'ai jamais été très Renault, mais Renault Sport. Oui. Quand tu voyais une Clio V6 passer, tu disais wow. Et les châssis incroyables, les moteurs incroyables, toutes les voitures Renault Sport. Tous ces fans de Mégane RS, ils étaient très très forts. Et ils ont gagné partout. Ah oui. Donc, c'est dommage, parce que c'est vraiment très, très fort ce qu'ils ont créé, de ça s'arrête là, c'est dommage. Complètement fini, parce qu'il y a aussi l'aventure alpine en endurance, et donc on sait que Viry est quand même impliqué. Évidemment, mais bon, c'est quand même un peu dommage, et on a une pensée pour tous ceux qui travaillent là-bas, peut-être qui nous regardent, et vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait, en tout cas, bravo les gars. On reste pour 3 petites questions encore, mon cher Jean-Louis, mais il y a beaucoup de choses. On va parler de Ferrari. Eh oui, moi, ça restera Ferrari forever. La saison de Ferrari, comment tu l'as vue, et particulièrement celle de Hamilton. Alors oui, le podium en sprint, mais c'est dommage, ça s'est arrêté là. Nico. Moi, je l'appelle Nico, vous pourriez l'appeler Nicolas. Nico, c'est réservé. Tout le monde dit Nico. Nico, alors là. Non, franchement, quel scandale. Plains-toi. Je m'en vais. Non, non, on a parlé tout à l'heure de Verstappen et de l'aileron avant. Je pense à Hamilton, qui n'arrive pas à conduire s'il n'a pas la voiture calée à 1000% sur l'arrière. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il a gagné 7 titres de champion du monde avec ce genre de voiture. Avec celle-là, il n'a pas réussi à faire qu'un podium en sprint en Chine. Donc il y a eu un problème de ce côté-là. Et puis je pense que à la fin, quand vous avez 7 titres de champion du monde avec la voiture, vous voyez que je pense qu'il a lâché prise. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Non, mais il va se ressourcer. Attention, oui, il y a une nouvelle voiture qui arrive. On ne sait pas comment elle est. Non. La 2026 avec l'aileron avant qui bouge, déjà rien que de penser à ça. C'est vrai que c'est n'importe quoi. J'en dors plus la nuit. Il n'y a que les Américains qui peuvent nous inventer ça. Non, mais franchement, je referme la parenthèse de l'aileron avant, mais enfin, ça fait peur. Je comprends bien que cette espèce d'aérodynamique commandée, ça ne rentre pas dans le goût de tout le monde. D'ailleurs, Verstappen l'a dit. Je reviens à lui. Si ça ne me plaît pas, moi, je préfère aller en GT au Nürburgring. Moi, tout ce que j'espère, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, c'est que cette saison-là, il savait très bien que la voiture, elle n'était pas faite pour lui et que ça n'allait pas le faire, et qu'il était déjà sur 2026 en disant notre projet, c'est ça. Et j'ose espérer que c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est une hypothèse qui tient la route, ça ? Il y a un sujet un peu plus profond. Hamilton, c'est vraiment ma génération de monoplace F3. Il y avait eu toute cette époque des pneus Kumho, et on avait les pneus à l'époque, il fallait ce qu'on appelle combiner. C'est-à-dire qu'il fallait freiner le plus tard possible, rentrer, emmener les freins le plus tard possible et accélérer direct. Et depuis plusieurs années, entre des règlements, entre surtout aussi des normes écologiques, tout ça, les pneus ont beaucoup changé. Et c'était toutes des époques où les mecs aimaient des voitures très sous-vireuses, attaquer très très fort, un peu violenter les voitures, rentrer. Maintenant, on est revenu plus où il faut rentrer, lâcher les freins, laisser la voiture rouler, tout ça. C'est un style de pilotage qui a changé. C'est très difficile à 40 ans de revenir en arrière, de réapprendre quelque chose de nouveau. Et c'est avec tout le talent qu'il a, et c'est peut-être le pilote le plus exceptionnel qu'il y a jamais eu, ou en tout cas un des meilleurs, c'est très difficile de revenir en arrière. Je pense que chez Mercedes, tout avait été un peu fait pour lui. Ouais. Leclerc, je pense, a mis une voiture déjà un poil plus sur l'avant. Et du coup, je pense que ça va être difficile. Avec toute la bonne volonté que tout le monde va vouloir mettre pour lui,
Moi, je pense que c'est un peu difficile. Et je pense qu'il arrive aussi... alors, on a l'exemple d'Alonso qui est complètement incroyable, mais il arrive aussi à un âge où ça va peut-être devenir plus difficile. C'est vrai qu'on se souvient Alonso avec la Renault, quand il la violentait, justement. Là, c'était incroyable. Mais c'est vrai que c'est ces pneus Michelin qui étaient magnifiques. Mais voilà. Et je pense à ça. Et alors, on m'a posé la question très récemment, dans un podcast, est-ce que vous croyez que Charles Leclerc peut être sur le départ ? Eh bien, c'est une question difficile. Le départ, pas demain. J'espère pas. Pas Ah demain. Non, pas demain et pas dans. Et Il pas, est bloqué, non Il Mais. n'est pas bloqué avec Ferrari Faut qu'il reste. Non, mais. non, mais bien sûr, faut qu'il reste. mais sauf que le temps passe. Mais, Oui, bien je sûr, sais, bien sûr. Et donc, voilà, c'est une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Très bien. Voilà, est-ce que ça peut arriver le c'est vois dire, pas ailleurs. c'est dire que Non plus. il a été un peu sec, Charles, dans ses réflexions, mais Oui, au pas tout le moins temps. Frédéric Vasseur, oui, bien sûr, Frédéric Vasseur a pris sur lui la responsabilité de dire, ben oui, j'ai fait une bêtise, je me suis arrêté trop tôt pour le développement de cette voiture, alors que les gens continuaient, enfin les adversaires ont continué à. Alors maintenant, la seule réponse possible, c'est qu'il faut que la Ferrari de 2026 soit tout en haut du classement. Ah bah là, si c'est le cas, Voilà. tout le monde criera au génie pour Fred et Exactement, toute c'est comme l'équipe. ça. Ah, et puis ils vont tous se mettre à aimer Ferrari d'un seul coup. Alors Non, que mais nous, tout le on monde tient aime. bon depuis des années. quoi. Non, mais tout le monde aime Ferrari. Tout le monde aime Ferrari. Exactement. Un petit mot sur Mercedes, Jean-Louis, leur saison. Comment tu vois la saison prochaine surtout ? Bien, je vois que George Russell s'est plutôt bien débrouillé, Oui. puisque les 2 victoires qui restent dans le championnat, c'est quand même pour lui. Il a assez bien répondu, je crois, au petit génie, hein, qui est Kimi Antonelli. Mhm. Et donc, sur ce plan-là, je pense qu'il a une position de leader qui est possible. Et si Mercedes arrive, ce que je pense, à faire un très très bon moteur, car ils ont toujours, dans les changements de règlement, on l'a vu avec le moteur hybride de 2014, ils savent se débrouiller. Peut-être que ça peut faire des trucs formidables pour l'an prochain. Voilà. Moi, j'ai trouvé que Kimi Antonelli était vraiment solide. Enfin, on l'a beaucoup critiqué au début d'année. Enfin, au début, il était bon, puis ensuite, il a eu un passage à vide, mais c'est normal, il apprend. J'ai trouvé que vraiment, il avait un pouvoir de résilience intéressant. Donc voilà, 3 podiums, c'est pas mal. C'est clair. C'est parce que Toto Wolff a écarté un peu la famille qui devenait un peu envahissante. Ah, On est Faut voir aussi les choses en d'accord. face. Voilà. Et il m'est arrivé un truc incroyable. Attends, j'achète une trottinette à mon fils. Ah bah oui. On peut acheter des kits stickers pour les trottinettes. Je lui dis, quelle écurie de F1 tu veux sur ton truc ? Je lui montre rien, il y a la Red Bull, Il y a du choix, Verstappen. il y a du choix. Je lui montre la Ferrari, elle est belle, hein ? Ouais. Et il prit Mercedes. Et ben voilà, mais voilà. Non, mais comment je l'ai éduqué ? Mais Qu'est-ce qui s'est n'importe passé ? comment. Ouais, voilà. Non, mais bon, tu vois, Nico, c'est difficile, hein, c'est très très difficile. On parle justement de Red Bull, saison très mouvementée en dehors de la piste, évidemment le départ de Horner. Et là, c'est Helmut Marko qui quitte son poste chez Red Bull. Oui. Pourquoi ? Et surtout, qui va le remplacer ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, il y a plusieurs, à mon avis, raisons. Il y en a une qui est mise en avant. Il a engagé un pilote sans l'accord du grand patron. Oliver. Il le faisait tout le temps. Oui, bien sûr. Oliver Minslav, c'est quelqu'un de très, très directif. Tout d'abord, qui connaît bien le sport, qui connaît quasiment aussi bien maintenant la Formule 1 que le football, et qu'il voit l'ensemble de l'image. C'est son rôle. L'héritier de Red Bull, le fils de Dietrich Mateschitz, lui a donné ce rôle. Il voit tout ça. Et il voit que c'est aussi un outil de relations publiques. Et on peut dire que Helmut Marko, dans la relation publique, on peut pas dire que ce soit las. C'est pas le meilleur. Je dis pas qu'il faut enfumer tout le monde en racontant les blablas, mais quand même, de temps en temps, il y a des sorties un peu dures. Et donc, ça joue. Ensuite, il y a l'histoire de Dunn, que toi, Oui. tu connais bien. Moi, je trouve qu'il avait raison Oui, oui, tu connais bien. de signer Dunn. Mais bon, voilà, après, il aime bien les pilotes qui sont un peu chauds. Il a signé Dunn, qui lui a quitté McLaren et qui finalement ne va peut-être pas entrer chez Red Bull. Voilà. Et donc ça plus ça, je pense que ça n'a pas plu. Le Dunn, c'était pas un niet de la haute direction, c'était vous devez nous en parler avant. Vous ne l'avez pas fait. Parce que ça a coûté des sous pour casser le contrat qu'il avait avec Exactement. McLaren, parce que McLaren voulait l'emmener en IndyCar, et il ne voulait pas, un peu comme Felipe Drugovich. Et donc lui, il voulait la F1. Et la F1, c'était plutôt côté Red Bull. Mais voilà, ça l'a pas fait. Voilà, Très donc Oliver Minslav, qui est le grand patron, il fait ce qu'il veut, il lève le petit doigt. Ouais. Et, ça C'est tombe. dingue, attends, Ça après tombe. 20 ans.
Oui, mais alors ne dis pas ça. Moi, je l'ai vu. Mon premier reportage Oui, au 24 heures du Mans, il a gagné 1971 avec Guy Van Lennep, oui, la Porsche, avec la Porsche. Martini Racing, Génial. du numéro 22. Je m'en Tout le monde souviens. oublie d'ailleurs qu'il a Voilà. été pilote. Enfin, s'il a plus qu'un œil valide, c'est qu'il était au volant à Charade. Au Grand Prix de France. Et c'est pour ça qu'il nous déteste. Parce que Comment ça? il nous Nous déteste. déteste à RS. Ah mais non, mais c'est pas Ah vrai. non, les Français. Helmut. Il déteste les Français parce qu'il le raconte encore maintenant. oui. Enfin, moi, il y a un certain nombre d'années qui me l'a raconté. Quand il est arrivé à l'hôpital avec l'œil sur la joue, on lui a dit... Charade, c'était à Rouen, non? Charade. Ah, c'est Charade. Charade. Je me rappelle plus qui. Il chassait quelqu'un qui est passé. Je me rappelle plus le pilote qui est passé dans la Charade. C'était pas. Il y avait un peu de terre et des cailloux. Ouais. Il y avait un caillou, et on lui a demandé comment il pouvait payer. Donc ça. Non. Oui, ça lui est resté là. Et donc, je vous déteste. Enfin bon. Alors finalement, ce beau il m'a pays mis de un la sécurité un coup- sociale, qu'est-ce qui s'est Ah ouais, mais attends, il n'est pas français. Il m'a mis une claque sur l'épaule. Non, non, pas toi, mais je vous déteste. Ah bon, bah, très bien. Il fallait qu'il ait sa carte CMU, c'est pour ça. Voilà. Allez, on a tout terminé pour la Formule 1. On va passer brièvement sur le WRC. Et après une belle interview de Nico Prost, c'est parti pour le WRC. Bon, on aura une finale du WRC controversée. Qu'est-ce qui s'est passé, Anthony? Ah là là, finir une saison de WRC sur une piste, j'allais dire, ou sur un rallye, sur un terrain qui est digne du Dakar. Donc, Arabie Saoudite? On s'attendait effectivement à ce que ça soit une catastrophe. Ça l'a été. Beaucoup de crevaisons. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de crevaisons. C'est impossible de vraiment faire une hiérarchie, en fait, parce que tu avais un pilote qui était leader, qui crevait, qui continuait, parce que si on s'arrêtait, on perdait plus de temps que de finir avec une... Je ne sais même pas qui faisait un rallye là-bas. Ah ben, c'est la première fois. Ah bah, c'est pour ça. Mais c'est peut-être... bon. La dernière. Non, non. Première fois. Je suis pas sûr que ce soit la dernière fois, mais en tout cas, c'est peut-être pas la finale l'année prochaine, parce que là, ça a quand même été une loterie, on s'y attendait. Donc, beaucoup de crevaisons, beaucoup de difficultés sur ce terrain. On parlait à Charade qu'il y avait des cailloux. Bon, bah là, c'est pareil. Il y a eu vraiment beaucoup de crevaisons. Et c'était pas un beau spectacle. Franchement, il y a eu des belles choses avec Martin Sex notamment qui a réussi à mener pendant des spéciales et des spéciales un tout jeune pilote avec une Ford et c'est pas souvent qu'on voit des Ford au rendez-vous cette année et malheureusement voilà, crevaison et il a abandonné. Et la nouvelle qui fait plaisir, c'est Sébastien Ogier qui à nouveau titré 9 fois champion du monde qui rejoint Maestro oui. Sébastien Loeb. C'est quand même incroyable d'avoir 2 pilotes titrés comme ça. Ça devait être une effusion de joie après. Ah, c'est incroyable, surtout qu'il a pas fait la saison complète. Mais oui, c'est ça le plus impressionnant. Il a fait 11 rallyes, alors il devait en faire 10 ou même moins, mais bon, l'appât du gain fait que, bon, je vais peut-être en faire un peu plus. Et donc 11 sur 14, et il fait des superbes prestations, hein, avec 6 victoires en 11 rallyes, 10 podiums en 11 rallyes, un abandon sur crevaison, parce que il a eu cette alerte de crevaison et il s'est retrouvé piégé. C'était sur le rallye, je crois, de Europe centrale. D'accord. Donc voilà, alors qu'il était très bien placé. Non, c'est un super champion, franchement, Sébastien Ogier. Il gagne avec Toyota, il gagne avec Ford, il gagne avec Volkswagen. Il a juste pas gagné avec Citroën, malheureusement. C'est vrai. Mais bon, voilà, après, c'est le jeu. Donc il a encore battu Evans. Evans qui termine encore vice-champion. Et là, sur des crevaisons, il a été... Ils avaient qu'à prendre un KO 3. Et voilà. C'est pour ça que je l'ai ramené sur le plateau. Et là, il n'y avait pas de Meilleur problème. pneu de tout terrain qui existe. Bah oui. Jean-Louis. Alors, je pense qu'il fait une prochaine saison encore. Il ne fera que 10 rallyes, donc il en manquera peut-être 4. Ouais, je 4, pense. c'est ça. Mais dans les interviews post-victoire de notre ami Ogier, Loeb n'a pas oublié une fois. Mais moi aussi, j'ai fait une saison où je n'ai pas fait tous les rallyes. Oui. J'en ai même manqué 4. Il a gagné. Effectivement, c'était avec BF Goodrich que son titre a été... C'est normal. Ben voilà. Et c'était en 2006, quand il s'est blessé, en fait. Il a fait du vélo, il s'est blessé, il a raté les 4 derniers rallyes et il a gagné depuis Voilà. Et donc, son canapé. Il l'a souligné. Et je pense que le grand Sébastien Ogier, lui qui est grand également par le talent, eh bien, va essayer de compenser ça en faisant un 10e titre mondial. Ah ouais. C'est quand même la guerre, parce que Ouais, quand on entend Seb Loeb, non, mais ça va, ça ne touche pas. Bon, franchement. Vers le 10e. Et puis en fait, là, bon, il se dit, quitte à ce qu'il revienne, peut-être, on lui demandera si on le voit bientôt. Ouais. Non, C'est mais ça, exactement. Non, mais Ogier est formidable. Moi, j'étais content pour lui. Bien sûr. Il habite à Munich. Avec sa femme Andrea, c'est un couple star. Il a une belle vie, je veux dire, c'est top. Quoi. D'ailleurs, Sans jamais oublier sa ville d'origine qui est Gap, Oui, c'est vrai. les Hautes-Alpes. Il est connu en Allemagne et pas forcément en France. Exactement. Et Nico, tu as fait énormément de pistes, on l'a dit, en monoplace, en endurance, là en ultimate. Le WRC aurait pu te brancher?
Alors j'adore ça, je suis fan, alors j'étais très fan des années, du début de l'UP, des années Subaru, Solberg et tout. Ah ouais. Et la première année où je roulais en LMP1, c'était un moteur Aston Martin. Et un jour chez ProDrive, je ne sais pas comment, j'allais leur négocier de dire est-ce que je peux essayer une Subaru de WRC. Donc ils me disent ouais, pas de problème, enfin plutôt cool, viens en Angleterre et tout. Et d'abord ils m'ont fait rouler sur circuit. Là, j'étais super vite, enfin sur circuit de terre. Là, je me suis dit, là, il n'y a pas de problème, je peux faire du rallye. Après, j'étais faire une vraie spéciale, j'ai compris tout de suite que ça n'avait rien à voir. J'étais arrêté complet. C'est la peur de taper Ouais, il faut prendre des notes. Et puis, les mecs, ils passent dans les trous, ils mettent et tout. C'est vraiment un autre sport. Alors, et puis, il faut aussi laisser un peu de marge. Et puis c'est un gros travail de prise de notes. Enfin, c'est quand même très à part. Mais par contre, les voitures sont fantastiques et c'est quelque chose qui me. Alors j'avoue que j'étais plus passionné à une époque. Maintenant, je suis un petit peu moins, mais c'est quelque chose qui me passionne quand même beaucoup. Mais je t'avoue, je te rejoins là-dessus. Malheureusement, ça perd un peu. Le WRC, j'adorerais faire toutes les compétitions du monde sur circuit. Mais le WRC, je les vois comme des ovnis. C'est comme le TT. Je sais pas comment ils font pour arriver à souder, débrancher le cerveau et pas se dire je peux mourir à n'importe quel virage, quoi. Je te rassure. Les pilotes de F1 pensent la même chose que toi en voyant le WRC. Je te rassure, ils disent, mais ils sont complètement dingues, ces gars-là, il y a les arbres partout. Alors, je vais revenir sur ce que disait Nico. Le pilotage avant était défensif, ça c'est ma théorie, parce qu'il fallait se méfier des éléments, les trous, les pierres, etc. Les trous, je parle de ceux qui sont à côté de la route, etc. Et là maintenant, à partir de, je dirais, plutôt Walter Röhrl et la suite de tous les grands champions du monde, donc Loeb et Ogier, c'est du pilotage offensif. C'est-à-dire qu'ils tirent les trajectoires directes. Il n'y a pas de défense possible s'il y a une erreur. Ouais. Ça tape. Et donc, c'est quand même une autre manière de piloter. Ce qui fait l'admiration des pilotes de F1. Parce qu'ils disent, mais ils sont complètement fous, ces mecs-là. Il y en a quand même qui ont réussi la transition. Il y a, en parlant de Subaru, Stéphane Sarrazin, quand même, qui a roulé en championnat du monde, après avoir fait le championnat du monde de F1. Certes, il a fait qu'une course, mais quand même. Bah, oui. Il a fait plus, mais Steph... Non, en Formule 1, je veux dire. Non, ah oui, non, mais Steph Sarrazin et Romain Dumas, c'est des gens qui viennent d'une culture rallye. Ils en ont fait jeunes. Et les pères faisaient du rallye, donc ils ont cette culture. Parler de Kimi Raikkonen, qui a été plus. Le problème, c'est que lui, il était à 110%, il prenait pas les notes, donc généralement, il allait très vite, mais ça durait pas longtemps. Justement, il a fait un temps scratch d'ailleurs, mais c'était sur une power stage. Il a pris des boîtes formidables parce que cette époque-là, c'est un peu comme ça encore maintenant, c'était plutôt que des 4 roues motrices, je dirais que c'était des tractions avant à roue arrière motorisée. Et Raikkonen, comme Hamilton, il lui fallait une caisse calée sur l'arrière, et donc il se prenait des trucs sur l'arrière. Il faisait des tonneaux, hein. Des boîtes, mais des épouvantables. Il faisait peur. Je le répète à chaque fois. Mais Robert Kubica a été un pilote champion du monde, alors WRC2, mais quand même. Il adorait ça, oui, il adorait ça. Très bon. C'est un art. Tu m'as parlé de pilotes qui voulaient faire autre chose. C'est Rovanperä qui quitte la discipline, qui a pour objectif d'aller en Formule 1. On ne sait pas si ça va le faire, mais... Et pourquoi pas Ça me paraît quand même loin. Mais bon, je lui souhaite, il est excellent. Alors ça, c'est Oyt Tanak, mais Rovanperä est excellent, évidemment. Il a été champion du monde, c'est le plus jeune champion du monde de l'histoire en WRC. À 22 ans, c'était Colin McRae qui avait le record à 27 ans en 95. Lui, il l'a battu. Il fait du drift, il fait plein de choses. Il a fait, d'ailleurs, j'ai commenté des courses de Porsche où il roulait. Et il a gagné des courses de Porsche donc sur circuit, donc c'est possible. Maintenant, la F1, quand même, on l'a évoqué tout à l'heure, ça se joue au demi-dixième. Quand tu viens pas de là, quand t'as pas été bercé à ça, même si t'es un excellent champion, là, il va rouler en monoplace en Nouvelle-Zélande, il va rouler au Japon, même si ça s'est pas bien passé son premier test parce qu'il a eu des vertiges en Super Formula. Ouais. Il se bat face à des cadors. Je veux dire, là, ça va vraiment être compliqué. Je lui souhaite que ça fonctionne. Ouais. C'est un défi de malade mental. Et bah voilà, peut-être la F1 en 2027 avec Haas et avec Toyota. Ah ouais. C'est des courses en peloton. Hein. En rallye, on roule tout seul. Ah ouais. Mais en peloton, c'était pas trop le problème. Moi, ce qui m'inquiète plus pour lui, c'est le côté monoplace, où il faut vraiment aller toujours chercher la régularité. Chose que les pilotes, justement, de rallye n'ont pas forcément, puisqu'ils sont un peu sur soit l'attaque, sur la défensive, comme on a dit, c'est les deux, mais avoir un petit peu de marge. Chose qu'on n'a pas en circuit. Alors, vu qu'on commence à prendre un peu de retard, et je vais reprendre tout de suite sur l'interview. Hyundai, tu voulais un petit mot juste dessus. Ah bah oui, un petit mot, parce qu'on reste sur la meilleure performance d'Adrien Fourmeau. Il a failli gagner un pointage en avance
lui met 1 minute de pénalité, il termine à 54 secondes de Neuville. Ça aurait pu être son premier succès. Donc l'année prochaine, on espère qu'Adrien Fourmeau et que Alex Correa puissent s'imposer. Ils seront encore à temps complet. Thierry Neuville et Martin Videge également. Et puis la troisième voiture, on revient comme en 2024, partagée entre Esa-Pekka Lappi, entre Dani Sordo et Hayden Paddon. Donc on espère pouvoir battre Toyota l'année prochaine avec Andrew Whitley qui succède à Cyril Abiteboul. Je suis content parce qu'il alimente ma théorie qui est que un copilote ne peut pas faire gagner un rallye, mais il peut le faire perdre. Voilà. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais par contre, s'il fait tout bien, ça peut potentiellement faire gagner. Voilà. Ouais. Bon. Les amis, avant de... Attends, je fais n'importe quoi. J'ai avant de non, avant de quoi? Non, Rien du bon, tout, pas du tout. Nico. Les amis, je voulais vous parler d'un super livre que Glénat m'a envoyé. Alors Glénat, je sais pas Tétaf, rien à voir. Ils ont fait un très très beau livre de supercars, 200 voitures d'exception qui sont notées là-dedans. Il y a toutes les anecdotes du monde, les fiches, on sait tout sur ces voitures-là. Franchement, je l'ai reçu. C'est vraiment un bel objet. Je me suis régalé. Toi, Jean-Louis, t'as retenu une voiture là-dedans, c'est la F40. Pourquoi tu as choisi cette voiture-là? C'est une des premières supercars qui soit arrivée sur le marché. Une voiture quasiment de course. Et d'ailleurs, le nombre de soi-disant pilotes qui se sont fichus en l'air avec ça est là pour le prouver. C'est un monstre formidable qui a été fait où il n'y a pas eu de concession. Je veux dire aussi un mot sur Serge Bellu. Oui, l'auteur du livre. Il n'est pas mon maître, mais c'est un maître. Voilà. Sur ce domaine de voiture, il sait très bien, il a raconté des histoires formidables, voilà, la F40. Je pense que pour les 40 ans de Ferrari, ça méritait ça. Et Enzo Ferrari l'a vu, finalement, mais c'est une voiture sans concession. Hein. On ne peut pas se promener pour aller au bal du gouverneur le samedi soir avec sa fiancée. Ah ouais, mais quelle classe la F40. T'as déjà roulé avec cette voiture-là? Alors, j'ai déjà roulé une fois, moi, Non, c'est vrai. mythique aussi, mais je crois que c'est la voiture la plus détruite au monde, il me semble. Non, Voilà. mais c'est vraiment un Mais truc je savais à pas moitié. ça. Encore. Voilà, bon. C'était sans concession, c'était une voiture de course sur route, mais pour moi, c'est la supercar peut-être la plus mythique, je suis assez d'accord. Raison C'est de nous, plus c'est pour la notre découvrir dans le livre. C'est C'est notre- décrite au monde, en tout cas, elle est dans le super. C'est vrai que Serge Bellu a fait un magnifique livre. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça démarre des années 80, du coup, alors on Oui, est à nos jours. Et toi, mon cher Anthony, tu as choisi la Carrera GT. Et oui, alors je voulais choisir la F40, tu parles qu'elle m'a bercé, mais... Trop tard. Voilà, trop tard. Voilà, il m'a fait les freins, En fait, Jean-Louis. tous les trois, on voulait prendre la F40. En fait. Non, mais attends, il y en a une autre quand même qui m'a bercé, c'est la Porsche Carrera GT, parce que, tu vois, sur les jeux vidéo à l'époque, elle y était. Et alors, elle m'a marqué vraiment, c'était incroyable, c'était une bombe cette voiture. Elle a 612 chevaux, elle fait un 0 à 100 en 3 secondes 9, et sur les jeux, je la prenais tout le temps. C'était sur Need for Speed Hot Pursuit, et je me souviens que je devais m'échapper de nos amis policiers, et j'étais très content d'avoir cette Porsche. Alors que tu aurais pu prendre une R34. Non, beaucoup moins intéressante. Alors même si j'aime bien la R34, mais beaucoup moins. Non, en fait, si tu veux, les origines de la Carrera GT, ça vient de la course, et c'est ça qui me plaît aussi. C'était en 911 GT1 et la LMP1 98 là, qui étaient développées, et finalement, voilà, ça a abouti à cette magnifique auto produite entre 2003 et 2006. Eh ben, vous retrouverez tout ça dans Supercars. Voilà, c'est déjà sorti depuis la fin octobre en librairie, le cadeau parfait pour Noël. Merci à Glénat de nous l'avoir envoyé. Vraiment, c'est un très très bel objet. Donald, une précision, il a fait, Serge Bellu, une biographie du professeur Porsche, Ferdinand Porsche, qui a créé les Porsche, qui est absolument remarquable. Je referme la parenthèse. Ouais, c'est clair. Mais en revanche, je me suis régalé. Les photos, elles sont magnifiques. Les fiches techniques, il y a tout. Les anecdotes, franchement, c'est complet. C'est sûr que les photos, c'est facile, parce que c'est des 2 chevaux et que tu montes une F40, il n'y a pas de choix entre les deux. C'est assez Il simple. m'énerve. Il a raison, mais il m'énerve. C'est ça. Voilà. Et Rémi, lui, c'était la Bugatti qu'il avait choisie. Ouais, Voilà. exactement. Mais comme il n'est pas là, on ne la montre pas. Mais non, mais voilà, très bien. De toute façon, comme j'ai pas eu le droit de rouler en Bugatti, ça ne m'intéresse pas. Mais évidemment, il prend la Grand Sport Mais il y a Veyron, tout, tu parles. vraiment, et 200 caisses, et il y a largement de quoi faire. Je peux commencer avec Allez, vas-y, je Nico. t'écoute. Tu as dit un truc absolument formidable. J'ai conduit, moi, la Subaru. Ah bon? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais vu... J'ai pourtant conduit la R20 de ton père et la Ligier Matra de Jacques. Je n'ai jamais vu un monstre pareil. C'était un monstre. J'en ai eu 2, moi, La j'adorais Subaru. ça. Laquelle? Des STI. Ah, Mais- ouais. mais même de ces... Alors, C'était génial. bien sûr qu'il fallait le réservoir derrière. Ah, ça. Mais j'ai rarement vu une voiture avec autant de sensations.
Voilà, je voulais te féliciter pour ça. Bah oui, mon Dieu. Vraie voiture de passionné, ça. Ouais, C'est ouais. clair. Et Bon, pas très cher finalement Non, mais pour le c'est ça. Non. Honnêtement, ça J'ai failli valait en pas acheter une grand-chose aussi. à l'époque. hein. Mais ouais. Mm. Non, Ouais, c'est vrai. Ouais, là, Ça, je voulais acheter une STI parce que la WRX. Les Parce que la WRX WRX. était trop cher, Ouais. mais je le mettais un WRX avec. Non, c'était trop bien. J'étais allé à Blois chez FJ pour l'essayer et tout. J'étais le passionné de Subaru à l'époque. Formidable. Effectivement. Nico, comme ton père, tu as décidé d'être pilote. Tu le disais que ça n'a pas forcément été comme une évidence de faire du sport mécanique. Et deuxième question, est-ce que ça a été une pression d'avoir ce nom de famille ô combien légendaire dans le sport mécanique? Alors, pas du tout prédestiné à ça, moi. Je fais plein d'autres sports, du foot, du ski. En fait, c'est une histoire un peu à part. Je finis mes études à 20 ans, donc pas mal en avance. Et mes parents me disent, ah, tiens, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour finir? Je dis, ah, bah, Une j'aimerais Subaru. Non, j'ai dit, j'aimerais bien faire l'école de pilotage. Non. Et du coup, mon père, ma mère, zéro stress. Donc mon père, donc c'était à la filière au Mans, et mon père m'amène en mode de toute façon, voilà quoi. Et le premier jour, sous la pluie, je roulais plus vite que tous les mecs qui avaient fait tout le championnat. Non. Et du coup, je me rappelle très bien de rentrer. On avait Le Mans Paris, et mon père dit, mais je pensais que t'allais être posé, mais dans quelle merde, non, c'est foutu. Et c'est parti vraiment comme ça. C'est vraiment parti d'un pur hasard. J'avais fait un peu de kart, des choses Incroyable. comme ça, gamin, mais j'avais jamais. Mais comment fait ça de course. s'explique? Ça, je sais pas. Non, mais attends, surtout, moi, comment ça s'explique que tu aies pu cacher ça? Parce Mais que tu es oui. un vrai passionné. Ouais. Comment ils ont pu imaginer que tu ne sois pas je bon? dis toujours, j'ai un père pilote, j'ai une mère institutrice. Oui. Jean-Louis connaît. voulais C'était ajouter- carré chez moi. Je voulais un peu ajouter ça. La formule était passe ton bac d'abord. Ouais. Je referme Ouais, la parenthèse. Quelle relation tu as avec ton père dans le sport auto? Est-ce qu'il te donne des conseils? Parce que voilà, tu as eu je ne sais pas combien de titres, beaucoup de différentes catégories. Il t'aide, il est là pour te guider là-dessus, ou finalement tu fais ta route et puis il surveille, il fait tu te débrouilles? Sa phrase, excusez-moi, c'est démerde-toi. Voilà. Non mais alors non, il peut conseiller quand même et tout, mais il y a quand même un gros côté quand même démerde-toi un petit peu. Donc voilà, mais après je suis hyper proche de papa, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un truc. Mais il y a un moment, on peut parler d'un choix, on peut parler plus d'une attitude à avoir ou de quelque chose, mais à la base c'est quand même fais ton chemin et prends tes décisions. Mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui tu le mérites et t'es allé le chercher tout seul, donc ça c'est encore plus beau. Oui, oui et non. Et puis de toute façon, il y a un moment, même quelqu'un qui a connu le sport auto 20 ans ou 25 ans avant, à moins d'avoir encore vraiment la tête dedans, surtout sur les petites catégories et tout, il y a un moment, il faut peut-être mieux se débrouiller tout seul. D'accord. Par contre, assez rapidement, tu roules avec lui, en fait. C'est ça qui est dingue. Quoi, Ouais. 2 ans après tes débuts en compète, quoi. Ouais, ça c'était un peu un hasard, donc avec la Viper, qui reste un souvenir incroyable, un peu goût d'inachevé quand même, parce que sur on est 3 fois en tête, on perd 2 courses dans le dernier tour quand même, donc un peu dur. Mais non, c'est sûr que c'est un souvenir. Bah, il y a eu, avec papa, vraiment il y a eu la Viper, il y a eu le trophée Andros quand même équipier chez Dacia, puis toute l'époque Formule E qui est quand même une époque géniale, parce que là pour le coup c'est là où j'ai le plus été en course avec lui, de gagner tous ces titres, toutes ces courses ensemble, c'était quand même top. J'imagine, c'est clair. 3e du championnat Formule électrique. Enfin, je veux dire, franchement, c'est un championnat du monde, quoi. C'était chez Idams? Ouais, bien Chez sûr. Williams, Ouais. Avec Seb Buemi, c'est ça? Avec Seb Buemi. C'est équipage incroyable, quoi. C'est vrai que ça devait être quelque chose. Justement, quand tu étais en Formule I, toi, c'était quelque chose que tu visais, la Formule 1. Je sais qu'on a dû te poser 20 000 fois la question, mais est-ce que c'est un objectif d'arriver à ce niveau-là, là aussi? Alors, honnêtement, pour moi, ça n'a un peu été que du bonus. Parce que quand tu commences le sport auto à 20 ans, sérieusement, Oui, c'est vrai que c'est tard. c'est quand même pas facile, même 21 ans. Et puis, en fait, tout s'est enchaîné. Et puis, au début, je me disais peut-être que je pourrais être pilote déjà pro, ça sera pas mal. Et puis, en fait, j'ai été peut-être beaucoup plus haut que ce que j'aurais jamais imaginé. Et il y a eu beaucoup de... Il y a eu des choses, ça a aussi été un peu des coups de chance. Bon, je suis champion de F3000, je pense que c'est là où j'ai peut-être le plus de chances d'aller à un moment à F1, entre peut-être McLaren, Force India, il y avait peut-être à ce moment-là un truc à faire, ça se fait pas. Ouais. J'atterris en LMP1, et là je me dis, bon, bah, de toute façon c'est déjà top, je vais faire du LMP1, et c'est puis voilà. énorme. Et un an après, un peu par hasard, entre Renault, Éric Boulier, qui avait été quand même mon ingénieur en A1 Grand Prix, je me mets à retester dans la Renault et ça se passe super bien. Et j'atterris chez Lotus et je retombe dans le système F1, mais à ce moment-là, quand même un peu vieux pour potentiellement avoir un rôle de race driver. Mais ça a été. Après, j'ai passé 6 ans fantastiques chez Lotus, honnêtement. J'ai juste adoré même d'être pilote d'essai, d'avoir Ouais, la c'est ça. chance de rouler dans cette voiture. Ça doit être C'était fou. fantastique. Ta première fois, c'était à Silverstone, ici, là, c'est ça, hein? Alors ça, c'est les premiers essais officiels, ça.
Mais sinon, t'avais roulé un peu avant? J'ai roulé la première fois à Manicourt, j'ai D'accord. roulé quand même pas mal, j'ai roulé à Manicourt, je faisais en 10 et 12 journées par an. Ça, c'était les tests officiels où je fais le deuxième temps derrière Vettel. Oh là Ah là, ouais. incroyable. 2013, c'est ça, non? je crois 2013, ouais. Mais c'est pas rageant finalement de se dire je suis derrière Vettel et Je me rappelle très bien parce qu'en fait, on mettait tous 4 trains. Et au troisième train, je suis à 2 dixièmes de Vettel. Et là, je me dis, c'est ton moment de gloire. et en fait, je me rappelle très bien, j'ai 1 dixième d'avant en arrivant dans Copse. Et là, je me dis, je m'en fous, je reste à fond. J'essaye, je reste à fond. Et je suis parti à fond, j'ai pris, je pense, 45 degrés d'angle. J'ai rattrapé la voiture et il y a Alan Permin dans la voiture qui, avec tout en direct, il dit c'était très brave, mais tu peux te calmer parce que tu as perdu 3 dixièmes, mais c'était très brave. Mais voilà, non, ça c'était une voiture fantastique. C'est des souvenirs incroyables, quoi qu'il se passe. Honnêtement, pas avoir fait de F1, c'est comme ça, mais déjà beau d'avoir eu la chance de T'en as faire fait. ça. Mais oui, t'en as fait. Non, mais pas avoir fait de la Oui, course en F1, mais c'était déjà, et puis c'était une voiture incroyable. Est-ce qu'on a parlé à Bruno Senna? Parce que lui, il a fait de la Formule 1, ça n'a pas été une carrière de fou. Est-ce que tu as pu échanger un peu avec lui ou pas du tout? Alors, honnêtement, je préfère largement avoir fait de la Formule E et du WEC et avoir gagné des courses qu'avoir fait une carrière et de pas avoir... Honnêtement, ce qui reste, c'est quand même les trophées, les victoires. Donc, faire de la F1 dans de mauvaises conditions, ça m'aurait pas... Ok, voilà. Ça me moi, va, je ça fais de la me rassure. course pour gagner. C'est pour ça, il y a un moment, il faut... Si c'est juste pour se traîner en 15e place, ça m'aurait pas... Et c'est quoi le rôle d'un pilote d'essai et de développement toute l'année, c'est quoi exactement? Alors à l'époque, je faisais énormément de simulateurs. Je faisais 4 jours par mois à Enstone dans le simulateur. On travaillait beaucoup les corrélations à l'époque. On était un peu au début du simulateur de Lotus, donc c'était. Et d'ailleurs cette semaine-là, je crois que j'avais fait lundi, mardi dans le simulateur, mercredi à Silverstone, jeudi dans le simulateur, vendredi à Silverstone, samedi matin à Silverstone dans le simulateur. Petite journée, petite semaine. En fait, on essaie vraiment de corréler la voiture sur la piste avec le simulateur pour être sûr d'en tirer le maximum. Donc c'était une semaine qui avait été très importante pour nous. Donc moi, je faisais beaucoup de simulateurs. Et puis après, on pouvait tester des solutions, tout ça. Et d'être resté un peu longtemps. Au début, c'est un environnement dur. Hein. Ouais. Je me rappelle de James Allison, la première fois où je fais un siège, qui descend, il me dit « ça va ?» Je lui dis « oui, ça va ». Et puis tu sais que ça, c'est la partie facile. Bon, ok. On est en confiance, c'est parfait. Et après, ce qui est très drôle, c'est qu'avec Alan Permin et Allison, au bout de 2 ans, le switch a été total. C'est-à-dire qu'après, il me faisait énormément confiance. Oui. Et du coup, je me souviens même des tests en 2014 où ils avaient demandé à ce que je roule à la place de Maldonado pour une journée pour avoir mon feedback. Donc, une fois, la F1, c'est un environnement un peu spécial. Au début, on est sceptique de tout, même du champion F2, alors que le champion F2, c'est un mec qui forcément va vite. Mais une fois qu'on a fait un peu sa place, c'est assez plutôt dans l'autre sens, on va dire, plutôt protecteur. Tu restes, exactement. Waouh. Ah, C'est fort. Est-ce que justement, moi j'ai une question quand tu dis justement les corrélations, est-ce que toi-même ça t'a aidé de faire le simulateur, puis la piste, puis le simulateur, puis la piste, vraiment juste pour te rendre compte, est-ce qu'il y a vraiment des similitudes? Alors, quand ça commence à être bien réglé, surtout ça donne des notions de point de frein, de tout ça, donc ça c'est assez intéressant. Puis c'est vrai que on se rend pas compte, Lotus on a commencé un peu en retard à l'époque sur les premiers, ça avait quand même été Red Bull et McLaren. Mais ça permet, tout ce qui est aéro, tout ce qui est pneus, tout ça, honnêtement, c'est compliqué parce qu'on va vraiment chercher d'être le plus proche possible. Mais c'est vrai que le simulateur, et puis ça finit par entraîner, hein, parce que on appelait ça la cave en rigolant. On rentrait à 8h le matin, moi je ressortais des fois à 19h le soir, j'avais fait 160 tours, ça affûte quand même au bout d'un moment. Et Ça transpire et ce tout, que ouais. tu fais dans le simulateur, ça va directement le week-end en compétition en réel et tu sens la différence. Il y a vraiment eu des choses qui ont été faites grâce à ça. Ça a été très notable, quoi. Alors, à l'époque de Lotus, on n'avait pas cette capacité-là. D'accord. C'est-à-dire que nous, on essayait plus de tester des directions. Est-ce qu'il faut plus charger l'aileron arrière? Est-ce qu'il faut plus faire ci, faire ça? Par contre, je sais que chez Red Bull, pour en avoir parlé avec Seb Buemi, qui est vraiment un de mes meilleurs amis, eux, ils avaient tellement anticipé, ils sont capables de faire du setup en Lui, il en roule parallèle. la nuit pour le lendemain. Voilà, ou même en parallèle. Donc eux, alors je ne sais pas du tout à quel niveau en sont les équipes. Je pense que tout le monde a énormément progressé. On parle de 2013-2014, les dernières années. Mais c'est sûr que eux, Mercedes était aussi très avancé là-dedans. Donc et eux, ils sont capables de faire du setup. Mais pour faire du setup, il faut être vraiment, vraiment très au point. Tu as fait les 24 heures du Mans, tu l'as gagné également. Est-ce que l'endurance a changé ta vision de la course? Oui, parce que typiquement la première année, je me rappelle, je faisais de la F3. Honnêtement,
rien à faire de l'endurance. Ah ouais. Les 24 heures du Mans étaient une C'était pour sombre les vieux. course. Donc C'était pour les vieux. Et je me rappelle, c'est Hugues de Chona qui m'appelle, il me dit viens, il faut que tu viennes tester la Saline, on fait un shoot-out avec les pilotes et la tout. Saline, Donc bien sûr. je vais tester à Nogaro contre plein d'autres pilotes, plein d'autres. Et puis, bon, je me débrouille pas trop mal, donc Hugues me prend pour faire le Mans. Et je me rappelle très bien d'arriver au Mans, mais d'y aller comme si c'est... Et en pleine nuit, de me dire, mais c'est quoi cette course? En fait, c'est incroyable et tout. Et c'est vraiment... on ne peut pas comprendre Le Mans sans avoir vécu Le Mans. Je suis d'accord. Et forcément, après, c'est une course que j'ai adorée. Le Mans, quand ça se passe bien, c'est fantastique. Quand ça se passe mal, c'est horrible. C'est long. Mais après, au-delà de ça, je parlerai des courses d'endurance, parce que moi, il y a 2 courses qui m'ont marqué, c'est Sebring et Petit Le Mans. Et tu gagnes en 2012. J'ai gagné 2012-2013. Mais c'est juste que alors, pour moi, c'est des courses fantastiques avec une ambiance qui est quand même absolument incroyable. Et dans la beauté du sport auto, je pense que c'est vraiment des courses qui sont... l'ambiance à Sebring ou l'ambiance à Petit Le Mans et le circuit à Petit Le Mans, c'est juste incroyable. C'était quelle année la victoire au Mans? 2014. C'est en catégorie. LMP1 Light. Ah ouais. Et c'est quoi l'émotion qu'on a sur le podium quand on est au Mans et qu'on gagne? J'imagine c'est le En plus, je crois que j'ai conduit 14 heures cette année-là. Oh là là là. On est fatigué. Ah, Mais non, c'est vrai que c'est fantastique. Après, il y a peut-être moins le shot d'adrénaline qu'il peut y avoir sur une course sprint où tu es sous pression, où tu peux finir avec un mec qui est que la 6/10 de toi, tout ça. Encore que maintenant, c'est un peu le cas maintenant. C'est un peu le cas, honnêtement, ça a changé. Mais c'est vrai que les victoires à Petit Le Mans ou Le Mans, c'est fantastique. Mais toutes les victoires ont une saveur particulière. Mais on est fatigué au Mans. C'est la course où personne fait la fête après. En fait, ça finit à 16h et à 17h, tout le monde a bu une coupe de champagne et est rentré parce que ça fait une semaine que tout le monde est fatigué, en fait. Ah, c'est clair. On va parler du trophée Andros. Tu l'as gagné à 2 ou 3 reprises, pardon, notamment en électrique. Tu l'as fait aussi avec ton père. Ça a été une découverte, le pilotage sur glace, un kiff de l'intersaison. C'était vraiment la récréation de tout le monde, ça. Ouais, alors la récréation, c'est quand même assez pro, et puis ça avait des côtés des moments très très bon enfant, des moments ça le ton montait un petit peu, ouais. Quand même. Ouais, c'est quand même des courses de contact. Non, mais le trophée Andros, déjà, c'est quelque chose que seuls les gens qui l'ont fait peuvent aussi comprendre. C'était une ambiance incroyable, surtout dans les années 2009, 2010, 2011. Et puis à conduire, forcément magique. Et puis moi, je dis toujours à regarder. Je pense que c'est la seule catégorie où chaque fois que j'arrêtais de rouler, je montais voir rouler les voitures. Et pour moi, il y a un truc, c'est la parabolique à Andorre, de voir ces voitures qui rentrent à 160 en marche arrière, d'entendre le moteur érupteur. Et c'était, malheureusement, c'est un championnat qui a dû un jour, qui a su tirer sa révérence, je pense, au bon moment. Je pense aussi. Mais qui laisse. Ça fait mal, mais oui. Pour moi, c'est un mythe du sport auto français, et même international. C'était quand même quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est un très très cool. Du coup, tu me disais en début d'émission, c'est que tu avais roulé dans la même. Toi, ton père roulait en élite et toi, tu étais en pro, ou c'était l'inverse? Alors à l'époque, c'était mélangé. Donc moi, j'avais gagné l'élite avec Dacia mais on était dans la même équipe avec papa. Et du coup, une fois, je me rappelle à Lens-en-Vercors de partir derrière lui. Il fallait le protéger, mais il fallait pas lui rentrer dedans. Tu dis oula, si je fais une connerie là, je vais me faire doublement taper sur les doigts. Mais non, c'était vraiment sympa. Et c'est papa, mais c'est papa le pilote. Et c'est un jour quand même là où je me suis rendu compte du talent qu'il avait, quoi. Et il lâche rien. Alors déjà, il y a ce côté... alors je dis toujours, dans les grands champions, il y a le côté refuser de perdre. Tout à fait. Moi, j'ai 2 pilotes qui m'ont marqué dans ma carrière en tant qu'équipier. Et pourtant, j'en ai eu des pléthores de très très bons, mais il y a mon papa et Buemi. C'est un peu le même truc. C'est capable de se mettre dans un état second pour performer, quoi. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis après, papa, il y a quand même le talent de voir un traction control dans le pied droit, de sa finale à Super Bess où et c'est là qu'on se rend quand même compte qu'il est quand même à part, quoi. Ouais, c'est des belles anecdotes. Du coup, je voulais en parler parce que Bernard Bacalian, qui était venu sur notre émission, il a fait aussi un livre avec toutes ses photos. D'ailleurs, tu es dedans, bien évidemment. Je sais, avant l'émission, lui, ils sont en photo. Il a gagné 2 fois, mais je suis un peu petit sur les participants. Mais vraiment, on voulait en parler. C'est aux éditions PAB, je ne voudrais pas dire de bêtises, PAB Éditions, retrouvé aussi en librairiesp.com. C'est un beau livre avec plein d'illustrations. C'est toutes les archives, c'est
l'Andros du début à la fin. Donc, il y a Sébastien Yvan Loeb, il y a Yvan Muller, c'est il là y où a, il a été Bigard, repéré. il y a tout le monde. Tout le monde, ils sont tous là. Bigard, il Muller. n'a pas fait de carrière, mais... C'était Star System, C'est- l'Andros. Exactement. Il y avait de tout, L'événement en fait. de l'hiver. Ouais, c'est ça. Il y avait de tout. Il y avait les pilotes qui étaient en progression, et puis tu avais les stars. qui Exactement. venaient, Je me permets de te l'offrir, Nico. Ah, merci beaucoup. Je savais pas. Une préface d'Alain Prost, je ne sais pas si tu connais. Ah ouais. Donc, voilà. C'est un bon, je crois. Bon. Vous me permettez une Je dernière t'en remarque prie, Jean-Louis. Un jour, j'ai dit à Alain, son père, j'ai dit, pourquoi tu ne cours pas Le Mans? Et il m'a répondu, tu ne crois pas que je vais prêter ma voiture à un autre pilote? Alors, hop, je suis reparti sur la pointe des pieds en arrière. J'ai dit, Bon, ouh, d'accord, j'imagine. Parce que je oublié. C'est vrai qu'il l'a jamais fait. Pourquoi Il est trop- alors, Pourquoi il ne je fait pas sais Le pas Mans? quel pilote. Il est traumatisé d'un pilote qui a cassé une suspension et qui s'est, je pense, malheureusement tué au Mans. Peut-être. Qui est- Lafosse, non Jean-Louis Lafosse. Je sais pas, il y a un Ah, il y a pilote, ça, peut-être. il accusait en gros que d'autres pilotes étaient passés sur les vibreurs, D'accord. qu'il avait cassé la suspension, donc il y a une histoire très précise. pour Oui, non, il y a derrière une ça, raison. quoi. Alors, d'accord. Non, ok. Je pense que c'est Voilà. Jean-Louis Je pense que c'est ça. Je ouais. vais raconter l'anecdote. Ce sera ma dernière question. Tu as roulé également en Formula I chez Idams, Renault. C'est quoi ton avis sur cette catégorie qui a vraiment à part? Alors, tout le monde dit à part. Moi, je dirais pourquoi tant que ça à part. En fait, pour moi, en tant que pilote, ça a été peut-être la catégorie que j'ai préféré faire. Ah ouais. C'est plus proche potentiellement. Bah, honnêtement, en tant que pilote, malgré tout, le sprint et se battre contre les meilleurs, c'est ce que tu as envie. Quand tu te retrouves sur une grille de Formule E, tout le monde la même voiture C'est et vrai. quand même un line-up de pilotes qui mérite C'est incroyable. beaucoup. Et pour moi, c'est ce qui a été gagné en Formule E, c'est ce qui a eu de plus valorisant parce que tu te dis, t'es en train de battre les meilleurs, quoi. Et honnêtement, avec ces voitures, se trimballer entre les murs, c'était quand même C'est un vrai, exercice, ouais. entre parenthèses. Donc, moi, je trouve que c'est une catégorie fantastique. Peut-être que là, c'est devenu un peu trop compliqué pour les gens à suivre, mais malgré tout, même le saving, tout ça, a amené une dimension qui était vraiment hyper intéressante. En tout cas, en tant que pilote, moi, j'ai adoré, quoi. Attends, et tu changeais de voiture? T'as connu Ouais, non, l'époque changer de voiture, Ah oui, c'est carrément. pour ça que je ouais. souviens, il n'y avait pas de... Pour Ah non, et puis pilote, c'était c'est au début vitesse, voilà. la première année, les premières courses, c'était on avait un temps pour la sécurité. Puis un jour, Jean-Todt il a dit non, c'est nul à la télé. Et après, on faisait des pit stops en 8 secondes. Les ceintures, elles étaient déjà attachées. On sautait dedans, on se glissait dedans, on se serrait. Enfin, on est passé du full safety à zéro safety, quoi. Enfin, J'aimais beaucoup. Moi, franchement, j'aimais trop. non, mais en ce fait, changement. ça amenait pas mal à la stratégie finalement, parce que tu pouvais décaler les arrêts, tout ça. Donc je trouve que en tout cas. Malgré tout, les premières années de Formule 1 avaient un côté quand même sympa, aussi un petit côté glamour. Ouais. C'était pas encore trop corporate, on courait à Punta del Este, tout ça, c'était quand même génial. Et honnêtement, ça a été une catégorie géniale à faire. Bon, bah, écoute, en tout cas, tu as bien brillé là-dedans. Et bientôt, Mika et Kimi sur les pistes. Ouais, ok, ouais, ça va arriver. Ça va, Ah bah, Kimi forcément. déjà beaucoup, Mika ça commence aussi. Mais ouais. L'autre jour, on était à une course en Italie, il était avec le fils de Raikkonen et le fils de Toto Wolff. Ah ouais. Ah, et bien. il a réussi à s'accrocher avec le fils de Raikkonen. Ah non, c'est pas Quel vrai. dommage. Là, il a le prénom Kimi qui, Ah ouais, voilà, c'est ça. Exactement. qui accroche. Mais il fait un peu de ski aussi parce que. Ouais, beaucoup de ski, mais Ok. on va malheureusement devoir calmer un des deux parce qu'on n'arrive pas à plus à tout Ah ouais, faire. j'imagine. C'est vrai que le sport chez les petits, c'est incroyable. Déjà, à 9 ans, tu te poses la question. Exactement. Mais moi, ça me plaît parce que j'ai un podcast qui fait le lien entre le ski et le sport Ça- méca. Ah, Non, mais pour alors, ça, ok. c'est évident. C'est évident. Moi qui ai fait pas mal des deux, et honnêtement, c'est évident. Je pense que c'est peut-être le sport qui développe le plus des capacités pour le sport. Ah, moi, ça tombe bien, je préfère le snowboard. Voilà. Avec les trajectoires, c'est le nom de mon Moi podcast. aussi. Non, et évidemment. puis la sensibilité, les appuis, la prise de pression, c'est Ah. très similaire. Les cartes, on entend. Henri Oreiller, Bien champion sûr. olympique. Mais il y en a plein. Jacques Lafitte, Jean-Claude Killy, Alphand. Jacques Lafitte qui s'est fait remarquer. Alphand. bien Alphand, sûr. bien entendu. Jean-Pierre Jabouille, je crois. Enfin, Je bref, pense que Tambay, Gilles Villeneuve. je pense Ah que bah, Patrick Patrick Tambay était et le- Ricardo Patrese, je pense les deux Ah, étaient des Patrese, ouais. Patrese, incroyable. il était de Cortina, enfin pas loin de Cortina. Ah bah donc, voilà. Il a toujours une grande station. Et Tambay, il était dans l'équipe junior. Et voilà. Ça me fait plaisir qu'on parle de ça. Jacques Villeneuve aussi a commencé par le Jacques, il ski. skie très très bien. Et voilà. Oui, bien Donc, sûr. et je sais que Michael Schumacher aimait bien aussi. Voilà. Bon, bref. Eh bien, merci Nico Merci d'être beaucoup. venu sur notre émission. Un plaisir de te recevoir. On te souhaite de belles années à venir, et notamment chez Kogemo en Ultimate Cup pour l'année prochaine. On te retrouve en tout cas très rapidement avec nous sur l'émission spéciale Dakar, à retrouver sur YouTube, bien évidemment, avec Sébastien Loeb, Xavier de Soultray, Christian Lavieille et vous,
vous, les gars, accompagnés oui. d'Hydro. Ça à retrouver sur YouTube. Et puis nous, on sera en direct pendant toute la quinzaine pour couvrir le Dakar tous les soirs en direct sur Twitch. Donc on vous y retrouve. Et ce sera un énorme plaisir. Merci Nico. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci mon cher Anthony. Les amis, on se retrouve, et le plaisir de vous l'annoncer, qu'on se retrouvera au mois de mars pour la prochaine saison de RS. Et on sera présent toutes les lundis. Ah oui. Après chaque Grand Prix de Formule 1, c'est déjà fait, c'est déjà acté. Et ça on fait sera plaisir. présent en janvier. En janvier, bah oui, Quand même. Mais je viens d'en parler de Dakar, j'arrête pas. Mais d'accord. Bon, Bon, merci quand de même, nous avoir quand même. suivis. C'était un grand plaisir. C'était RS 2025. À bientôt en 2026. Ciao les gars.